Bonjour à tous et bienvenue sur Chronicles. Aujourd'hui on va s'attacher du coup aux listes du dernier Zap Palaiso et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait de sympa. Et notamment on va se poser quelques questions principales sur chacun de ces decks là en fait qui sont: c'est quoi le principe du deck? Contre quoi c'est bien? Contre quoi c'est moins bien? Et du coup comment est-ce qu'on joue contre? Souvent les deux vont aller de pair. Et on va commencer directement avec le Yuriko qui fait premier. Alors pour Yuriko, il faut voir qu'il s'est passé un truc assez particulier sur ce tournoi. C'est le premier tournoi avec le premier gros tournoi avec Yuriko. Ce qui veut dire que les joueurs de Yuriko étaient moins préparés. Ils avaient moins eu de temps pour peaufiner leur liste, pour trouver les meilleures cartes, etc. Et notamment le gagnant a publié son report en fait, où il dit bah ouais voilà, je joue pas forcément si souvent que ça, j'avais pas de liste sous la main, je me suis dit tiens Yuriko go, mais je connaissais pas forcément toutes les meilleures cartes du format, donc des trucs comme Fatal Push je les ai pas mis, et c'est un problème, et si je devais rejouer le deck, bien sûr, je rajouterais ces cartes là maintenant. Donc si vous voulez jouer Yuriko demain, de toute façon de manière générale, c'est pas... Enfin, vous pouvez net decker, mais net decker, disons que c'est une première étape, c'est pour voir c'est quoi le jeu, etc. Et souvent c'est bien ensuite de challenger la liste et de voir qu'est-ce qui va le mieux avec vos besoins, votre style de jeu, etc. Et là encore plus parce qu'il manque des cartes importantes. Cela dit, du coup, le principe du jeu en fait, il est parti sur une version Peace. Une version Peace, ça fait référence à Edric en fait, où à l'époque on jouait ce genre de cartes là, comme Espoir de Jirapur, où c'est des petites cartes pour 0-1 mana qui ont une capacité d'évasion, donc des petites boues que habituellement on jouerait pas, mais là on les joue parce qu'on a besoin de petites cartes avec une capacité d'évasion. Donc c'est joué dans Edric parce que Edric avait la capacité de faire piocher autant de cartes que le nombre de blessures de créatures qui avaient infligé des blessures de combat ce tour-ci. Voilà, c'était une machine à card advantage fantastique et on joue beaucoup de petites boues pour ça. Là on joue des petites boues parce que on veut pouvoir faire tour 1 une boue pour que tour 2 on puisse ninjutsu notre ninja et l'avoir très vite sur le champ de bataille et commencer à coller des dégâts et activer sa capacité. Capacité du Yuriko qui, si je vous rappelle, permet en fait de piocher, enfin on révèle une carte, on colle autant de dégâts que son converti de mana à l'adversaire, puis on l'amène dans notre main. Ensuite, il y a des petites cartes qui sont intéressantes à remonter, comme par exemple Baleful Strix, qui est une bonne carte de base, vu que c'est pour un bleu, un noir, un vol, contact mortel qui fait piocher une carte. Mais en plus, si elle attaque, elle a une évasion, donc elle passe facilement, on peut la remonter avec Yuriko et la rejouer et repiocher une carte. Il y a ensuite quelques autres cartes comme les Eldrazi qui peuvent permettre de sacrifier en fait Yuriko, parce que le problème de Yuriko c'est que s'il y a un bloqueur en face, on passe plus. Donc ça c'est un truc important sur le contre quoi c'est nul, contre quoi, comment est-ce qu'on joue contre. C'est s'il y a des bloqueurs en face, c'est un problème. Si vous jouez face à Thrasios Tymna, c'est pas facile. Si vous jouez face à n'importe quel jeu qui pose des créatures en early, c'est pas facile. Ce qui veut dire qu'un jeu qui pose pas forcément de créatures sur le champ de bataille, comme par exemple Kess, va avoir plus de mal. Et si on veut s'armer du coup contre Yuriko, juste avoir des bloqueurs c'est intéressant. Et il suffit d'avoir 2 d'endurance pour ça, puisque Yuriko est une 1-3. Donc Jace, Vryn's Prodigy ça marche, Baral ça marche, Spellskite ça marche, True Nemesis ça marche. Enfin il y a des tonnes de créatures qui sont tout à fait acceptables en contrôle, qui sont des bons bloqueurs contre Yuriko. Donc il y a Flashback Marauder qui lui aussi est intéressant. En fait on paye 3, on chope une 3-1 zombie et guerrier, chaque joueur sacrifie une créature, donc l'adversaire perd une créature, nous on perd Yuriko, puis ensuite on va attaquer avec un truc et rejouer Yuriko. Donc Yuriko c'est gratuit en fait, grâce à son ninjutsu, elle coûtera toujours le même coup et elle est toujours en zone de commandement, donc c'est vraiment gratuit à sacrifier. Et c'est même bien parce que si votre adversaire avait des bloqueurs, c'est un bon moyen de la ramener en zone de commandement pour réattaquer avec une créature qui a une capacité d'évasion et remettre Yuriko et la faire à nouveau connecter, donc piocher une carte, coller des dégâts en plus. Une autre possibilité étant bien sûr que si on attaque avec le maraudeur et qu'il n'est pas bloqué, on remonte le maraudeur et on va pouvoir le rejouer pour refaire sacrifier une créature à l'adversaire. Ensuite, il y a des cartes à gros coût converti de mana en fait, parce que quitte à piocher des cartes, on aimerait en piocher qui collent des savates en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a justement les Eldrazi, parce qu'on se dit c'est possible de les jouer à un coût raisonnable, parce que là le coût d'émerge est de 7, donc si on sacrifie Yuriko pour la jouer, ça coûte que 4.
et on aime bien sacrifier Yuriko. Et pour 4, une 5-6 flash qui engage 4 permanents, c'est hyper violent. Donc c'est pour ça qu'il y a ce genre de synergie là en fait. Un truc à noter dans les petites boues, c'est le changelin Bruinfallen je crois. Qui est du coup 1-1 avec la capacité changelin, c'est-à-dire qu'il a tous les types de créatures. Donc s'il connecte, s'il touche votre adversaire, il active lui aussi la capacité de Yuriko qui fonctionne pour tous les ninjas. Ça c'est intéressant, et en plus il suffit d'engager une créature qu'on contrôle pour qu'il chope le vol. Ce qui veut dire que, imaginons qu'on ait lui et Yuriko en jeu, mais il y a des bloqueurs en face, mais on peut quand même engager Yuriko pour que le changelin passe et colle son dégât et fasse piocher une carte et active la capacité de Yuriko. Ça c'est assez intéressant. Ensuite, faut voir qu'il y a des créatures 1 contact mortel que la personne ne va pas vouloir bloquer souvent parce que il perdrait sa créature. Comme en avoir un petit elfe à sacrifier, il est pas très content. Et du coup, ça c'est pas ouf face au jeu Elf Ball, mais en fait, il y a pas mal de jeux qui jouent des grosses créatures, des Saskia, des Titania, des trucs assez violents qui pourraient vous savater la tronche. Et c'est le genre de cartes qui du coup sont assez polyvalentes dans le sens où elles peuvent attaquer et être un problème, votre adversaire n'a pas envie de bloquer avec son Spellskite, avec sa caisse, avec quoi que ce soit, et bloquer et être un problème, donc justement tuer une Saskia ou un truc du genre pour seulement 1 mana. C'est pour ça que ces créatures qui sont habituellement toutes nulles sont ici un peu intéressantes. Silesis Faithful, c'est encore un moyen de sacrifier en fait Yuriko. On exploite en fait Yuriko, on retourne créature dans la main de notre adversaire et on peut rejouer Yuriko. Pareil pour le sorcier Silumgar qui permet d'exploiter une créature pour contrer un sort, pour 3. Du coup c'est pour 3 je contre un sort, je vire Yuriko, j'ai une 2-4 vol. En termes de valeur ajoutée c'est pas mal. Donc voilà, on enchaîne là-dessus. Snapcaster, c'est le même principe que Baleful Strix en fait, d'avoir un effet supplémentaire quand on le renvoie dans notre main. Mais sinon c'est juste une bonne carte. Street Phrase, elle se recycle en fait, ce qui veut dire qu'elle va jamais, on va jamais la jouer en fait, on va la recycler, ça va nous coûter 2 points de vie mais elle aura pas pris de place dans notre main. Par contre si on la révèle sur Yuriko, elle colle 5. C'est le même principe aussi avec Tombstalker du coup et Gourmagangler qui ont le Delve, donc on peut retirer des cartes de notre cimetière pour les jouer pour moins cher, mais si on les pioche avec Yuriko on colle des savates. Tetsuko, ça file l'imbloquable à toutes les créatures qui ont une force ou une endurance de 1 ou moins, donc notamment Yuriko qui a une force de 1. Donc voilà, tout le jeu est orienté là-dessus, hein. Je ne vais pas forcément tout les faire. Et après c'est énormément du coup des sorts de gestion. On notera Diabolic Intent qui est encore un truc qui permet de sacrifier Yuriko pour faire un tutor. Ensnare qui... bon, en fait de manière générale le jeu cherche tout ce qui a des coûts alternatifs en fait qui coûtent cher mais qu'on peut jouer pour moins cher. Ensnare et Foil, c'est les deux où je suis moins sûr parce que ça remonte des îles dans notre main donc ça nous fait perdre du tempo. Ça peut coûter cher, alors que Force of Will par exemple, ça reste une star du format et si on pioche plus de cartes avec Yuriko, c'est assez facile de retirer une petite daube comme une Slitherblade qui est une 1 bouseuse de notre main pour avoir un contre-sort gratuit. Voilà, ça arrive un peu tout. Le dernier point important c'est Arcane Adaptation qui file à toutes les créatures le type ninja. En l'occurrence, enfin on va choisir ninja. C'est-à-dire que toutes les créatures imbloquables vont activer la capacité de Yuriko. Et là, c'est la débandade. Donc, contre quoi c'est bien? Contre ce qui n'a pas de bloqueur. Et donc, souvent contre contrôle. Contre quoi est-ce que c'est pas terrible? Contre tout ce qui a des bloqueurs. Du coup, la meilleure manière de jouer contre, c'est de jouer des bloqueurs. Une petite subtilité, c'est la gestion des anti-bêtes, en fait. C'est-à-dire que Yuriko peut tout le temps revenir juste en ninjutsu. Et en fait, quand on paye le coup du ninjutsu, on a déjà renvoyé l'attaquant, donc il n'y a plus rien à tuer. Et ensuite, Yuriko arrive. Et en fait, si votre adversaire dit avant les dégâts, je tue Yuriko, il a encore temps de faire Commander Ninjutsu sur une autre créature en fait, vu que vous êtes encore avant les dégâts et que vous avez encore une créature attaquante non bloquée quoi. Donc les anti-bêtes sur Yuriko c'est pas bien, c'est nul, évitez. Vous pouvez, un truc tout bête par exemple c'est si il fait tour 1 un truc imbloquable comme ça, tuer tour 1 du coup la créature imbloquable, lui mettre une petite foudre ou un truc du genre, ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que tour 2, il peut toujours pas jouer Yuriko, il perd un tour. À la limite, si tour 1 vous étiez pas prêt, mais tour 2 vous l'êtes, par exemple c'est vous qui commenciez,
Non, mais dans tous les cas, c'est mieux de tuer la 1-1 en fait. Parce que sinon, un cas particulier qui peut être intéressant, c'est si votre adversaire attaque avec Yuriko et que. Attaque avec une créature ou attaque avec Yuriko de manière générale, mais en fait, il n'a pas le mana pour. Imaginons, voilà. Il a une créature. Il se full tap pour faire le ninjutsu de Yuriko. Il remonte la créature dans sa main. Et là, du coup, tout ce qu'il a en jeu, c'est Yuriko attaquante et plus de mana pour la rejouer ou pour rejouer sa créature 1 imbloquable. Là, tuer Yuriko, c'est pas si mal parce que en fait, il n'aura pas les manas pour refaire quoi que ce soit. Ce qui veut dire que vous allez gagner le tour suivant, il faut qu'il rejoue une créature, et le tour suivant, il peut rejouer Yuriko. Donc vous gagnez 2 tours. Mais encore une fois, il y a la question qui se pose qui est pourquoi est-ce que vous n'avez pas juste tué la 1-1 imbloquable avant la phase d'attaque? Il déclare sa phase d'attaque, vous dites tiens, je la tue. Et c'est pareil, il perd du temps. Et vu que c'est vraiment les 1-1 imbloquables qui vont constamment être sa ressource et qui sont les plus faciles à tuer, au final c'est peut-être plus intéressant de faire constamment ça quoi. Un autre cas particulier où vous voulez tuer Yuriko, c'est s'il y a Adaptation des Arcanes en jeu, où là on fait pas le malin. Voilà, c'est ça, vous allez vous prendre une savate gigantesque de toutes les créatures du board, et le moyen d'empêcher justement cette capacité de s'activer, c'est de tuer Yuriko. Bon, évidemment, casser l'Arcane Adaptation c'est pas mal aussi, ou la contrer, ou ce que vous voulez, mais voilà, ça peut être un cas particulier où vous avez envie de tuer Yuriko. Sachant ça, ça veut dire que vous voulez souvent tuer les petites 1-1 en fait. Donc avoir un truc comme Sinistre Lavamancien, c'est tout bête, mais ça permet de tuer régulièrement des petites 1-1. Donc ce genre de cartes là vont être intéressantes. Voilà, pareil pour Dark Blast qui peut se jouer éventuellement dans Jitrog. Voilà, c'est le genre de petites cartes qui vont vous permettre de faire le ménage et de vous assurer que votre adversaire fait pas trop le malin à justement vous grappiller avec les petites 1-1 bloquables, ninjutsu Yuriko, sacrifier Yuriko, re-ninjutsu Yuriko, etc. Again and again and again. Voilà pour Yuriko. Alors, Baral. Donc, dans la précédente vidéo, on l'a fait le plus vite possible, ce qui veut dire qu'on n'avait pas encore les listes, et maintenant on voit qu'il y a un Baral combo et un Baral contrôle. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le Baral en fait combo a assez peu de contre-sorts, assez peu de sorts de gestion de manière générale. Il a beaucoup plus en fait de, même si là, par exemple, on en parlait dans la vidéo précédente, mais Blue Elemental Blast pour gérer les Charizef, Saskia et compagnie. Donc, il a un certain nombre de choses, mais il va jouer des trucs inhabituels comme Capsize, comme les tours supplémentaires, comme Commit to Memory, qui sont pas forcément auto-include dans le reste en fait, comme Palinchron, qui combo avec High Tide, comme du coup justement donc Exhaustion, qui permet entre guillemets de gagner un tour aussi en empêchant l'adversaire de dégager. Donc High Tide qui double le mana des îles ce tour-ci et qui combo du coup avec Palinchron. Il va jouer pas mal de petits trucs comme Impulse pour essayer de choper ses cartes de combo. Le nouveau card Thundering, enfin de manière générale les tours supplémentaires. Pas mal de trucs de pioche. Voilà, tout ce qui est pour trouver ses combos. Donc il joue un peu moins de contre-sorts, des contre-sorts parfois peut-être inhabituels. Même si Misdirection, il y a des grosses discussions comme quoi ce serait une bonne carte aussi dans la version de base, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de blast en ce moment, il y a beaucoup de rouge. Et voilà, l'idée c'est d'enchaîner les tours supplémentaires et de trouver un kill en fait. Le kill qui va pouvoir être Palinchron, donc mana infini et je fais des trucs de fou comme te tuer à coup de Bluestal Zenith, te faire pêcher tout ton deck, un Emrakul. Ou une autre possibilité en fait c'est il va avoir des tours supplémentaires qui lui permettent de tuer. Donc ça c'est assez intéressant parce que du coup on essaie de faire de la compression en fait de cartes, c'est-à-dire de tuer avec les cartes qui nous servent le reste du temps. Donc ouvrir le voile d'eau, ça en fait on peut le jouer juste pour 6 ou pour 5 avec Baral, ou on peut le jouer pour 8 et on anime une île et on va tâtonner avec notre île qui sera une 6-6 élémentale. On peut bouncer le board adverse avec Capsize. On peut on va commencer à être à court de trucs. Je pensais qu'il jouerait aussi en fait la carte qui remonte tous les permanents de terrain et qui met une 8-8 Kraken, mais visiblement non. Donc il joue assez peu de kills, et pourtant il a quand même fait deuxième. Donc ce qui veut dire que probablement il joue assez vite. Ouais, il faut le savoir parce que sinon tous ces trucs là ça peut prendre énormément de temps. Et voilà, avec peu de kills,
faut faire gaffe quoi. Donc c'est ça intéressant à savoir, c'est vraiment l'un des aspects clés au fait de jouer ce genre de combo long à expliquer ou contrôle en fait, c'est jouer vite. Donc c'est aussi un bon entraînement, hein, à chaque fois que vous faites une draw, vous pouvez vous dire bah, j'ai pas encore joué assez vite. Et ça peut vous entraîner justement à prendre des décisions plus vite, etc. Donc Baral contre quoi c'est bien? Alors c'est un peu le débat qu'il y a en ce moment, qui est que Baral c'est bien contre beaucoup de choses. C'est plus difficile contre rouge aggro, notamment contre Karizev, mais c'est pas parce que c'est plus difficile que c'est forcément un mauvais match-up. Et alors c'est là où c'est un petit conflit entre les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont dire bah, vraiment Karizev ça me défonce, etc. Et des joueurs, et notamment certains très bons joueurs en fait de Baral, notamment du coup François Clou qu'on a eu sur la chaîne, qui parlait justement sur Magicville du fait que Baral, quand il joue Karizev, c'est pas un match-up facile, parce qu'en fait il y a très vite une 1-3 qui peut bloquer Karizev ou bloquer un certain nombre de choses, et qui fait que l'avantage habituel de Karizev d'avoir beaucoup de sorts vraiment pas chers, très agressifs, est très vite compensé par la capacité de Baral à faire en sorte que tous les éphémères et les rituels coûtent un moins à jouer. Ce qui veut dire que en fait Baral, ça a assez peu de mauvais match-up. Il faut le savoir, voilà. Il y a des match-ups qui sont plus durs à jouer. Par exemple, Traostimna, en fait Traostimna, on a toujours peur qu'on fasse un mauvais choix et nous one-shot. Voilà, c'est un jeu combo, donc faut faire gaffe. Yuriko, ça peut être un petit peu moins facile, parce que il suffit qu'il tue Baral et on n'a pas beaucoup de bloqueurs, et là on se retrouve face à un adversaire qui enchaîne les menaces pas chères, en fait Yuriko qui fait un peu l'infiltrateur ombre mage, qui nous colle des dégâts et le fait piocher et nous recolle des dégâts derrière. Donc tout ce qui est fiche et mono rouge très agressif, ça peut être un petit peu difficile, mais en fait tout ce qui est contrôle, le problème c'est que s'ils n'ont pas justement de composante fiche, s'ils n'ont pas une manière de coller des dégâts assez vite tout en gardant leur défense en fait, ben, on peut s'installer et on peut partir en combo, on peut prendre des trucs supplémentaires, on a un meilleur tempo grâce à Baral, on est plus stable vu qu'on est mono bleu, enfin c'est là où en fait ça devient assez difficile, et où du coup pour contrer Baral c'est bien d'avoir un moyen en fait de disrupter et mettre la pression. Ensuite, Soratami nous fait de nouveau une performance avec Will et Rowan Kenris. Donc ça n'a pas changé de la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a toujours le plan Locust God pour faire un swap contre notamment Titania, au cas où il partirait sur Tron. Parce que Tron ce serait une galère à gérer, on peut pas le cibler avec Will, on a à peu près rien contre en fait. Alors que avec Locust God, bah, on peut le chum bloquer en fait à l'infini avec des petits insectes ou avec directement le Locust. Donc ça coûte un slot, mais ça permet d'assurer ce match-up là. Et pour le reste, c'est vraiment tous les meilleurs anti-bêtes, piocheurs, Vras, des couleurs quoi. Donc toutes les stars du format, les bonnes électrolyses qui permettent de tuer deux elfes et de piocher une carte, ou de tuer un elfe, un animal et piocher une carte comme on l'a vu au dernier tournoi ou dans les streams. Et en fait c'est à peu près tout, c'est-à-dire que après il y a quelques trucs comme bon ça c'est intéressant parce que c'est une Vras qui a aussi la possibilité de casser des artefacts et aussi la possibilité de nous laisser une 8-8 lézard, ce qui du coup c'est tout ce qu'on veut en fait, hein, tout ce qui pourrait éventuellement nous embêter, voilà, tous les effets sont intéressants, et il y a quelques cartes en plus qui sont encore une fois des stars, hein, c'est-à-dire que ok elles peuvent donner des kills alternatifs, avec comme Traîtrise, avec Fervedalken, Jace, Chandra, etc. Mais c'est surtout des stars du format qui font toutes d'autres trucs, qui vous filent du mana, qui tuent des créatures, qui font piocher, qui font un anti-bet, etc. Notamment qui prennent le général adverse, qui est très frustrant et très difficile à contrer pour beaucoup de jeux. Mais voilà, de manière générale, en fait, il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on joue 43 landes et un maze comme beaucoup de jeux contrôle. On joue toutes les meilleures cartes bleu-rouge. Et le but c'est de tenir jusqu'au moment où Will notamment, en fait, avec Will a un impact sur le board déjà gigantesque parce qu'il arrive, il a 6 marqueurs loyauté, il bloque 2 créatures.
pour un jeu comme Saskia, etc., ça met une bonne baffe direct, quoi. Et il va pouvoir faire du card advantage et du tempo avec son -2. Donc oui, il a un impact colossal, et après on enchaîne avec Rowan et on les monte et on active l'ultimate de Rowan, on commence à doubler toutes les capacités, notamment les capacités d'Arpenteur. Du coup on rejoue Rowan, on fait des doubles -2 de wheel ou des doubles +2, enfin c'est... Voilà, en fait au bout d'un moment, les généraux ont un impact tellement fort que c'est comme ça qu'on gagne la partie. Ce qui veut dire que parmi les trucs qui peuvent être un petit peu durs, pourquoi est-ce que le jeu joue autant de cartes à bas coût pour essayer de tenir? C'est parce que justement tout ce qui est jeu très agressif, ça pourrait faire mettre des pains. Donc ça c'est un premier truc qui pourrait être difficile. Les jeux très agressifs, les Saskia et Yuriko. Donc après, il est buildé pour essayer de gérer ça, hein. Il y a beaucoup de cartes à pas cher pour essayer de faire de la gestion. Il est armé pour essayer de battre ces jeux-là, mais il s'arme autant parce que c'est difficile. Il y a tout ce qui est fiche, qui pour contrôle, historiquement, est pas le plus facile. Donc on pense typiquement à justement Yuriko là en ce moment, mais il y en a d'autres, hein. Où l'idée d'avoir plein de petites créatures qui nous grappillent, mais on se fait contrer notre wheel, on se fait disrupter nos Vras, etc. Et du coup on n'arrive pas à prendre l'ascendant. Ça peut être un truc. À voir que cette liste quand même de Yuriko a assez peu de contre. Alors l'adversaire ne le sait pas forcément, mais ça peut avoir un impact, hein. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de contester un Wilkenris par exemple, ça peut être difficile, hein. Titania normalement était difficile à cause du swap Tron, mais justement c'est pour ça qu'il y a The Locust God. Donc la première partie peut être difficile, mais on est armé pour gérer Titania. Et la seconde partie, si on swap Locust God qui swap Tron, ou même s'il garde Titania, il n'y a pas vraiment de quoi gérer Locust God, ce qui signifie que vous allez le poser et juste enchaîner vos piocheurs, vos brainstorms et compagnie, et vous allez le submerger. Donc au final ça se passe pas trop mal. Ce qui en fait justement un jeu qui est vraiment assez fort. Un autre point d'intérêt, ça va être Tymna Thrasios, qui est toujours... Enfin, Thrasios Tymna, c'est pas le plus linéaire. C'est-à-dire qu'aucun des deux joueurs sait si vraiment il va partir en combo très vite, s'il va être très efficace, etc. C'est pas le... Mais en fait, voilà, par rapport à un Saskia, Saskia, on sait ce qu'elle va faire. Elle va faire bête T1, bête T2, bête T3, bête T4. Et quand Saskia va arriver, ça va faire super mal. On sait exactement à quoi s'attendre. Ce qui veut dire que pour le prendre en compte et jouer autour, c'est assez facile. Karizev, ça se passe pas si mal aussi, parce qu'on ne sait pas combien de petites créatures de blast, etc. il va avoir, et c'est assez explosif, mais on sait à quoi s'attendre. Thrasios Tymna, c'est ça la difficulté, c'est que déjà il y a deux généraux qui permettent de grinder, comme on avait parlé la dernière fois, mais il y a beaucoup de combos différentes en fait. C'est un jeu qui est blindé de cartes à combo pour aller chercher, donc par exemple... Il y a Aluren qui fait que on peut jouer gratuitement toutes nos cartes de créatures qui coûtent 3 ou moins. Et on peut jouer en flash et qui va partir en combo avec des cartes comme Caverne Harpie et des capacités d'arriver en jeu. Il y a Kitchen Things qui va permettre de gagner des points de vie pour compenser en fait la perte de points de vie de la Caverne Harpie. On va pouvoir du coup en fait remonter des cartes bleues ou blanches. Et dans ces cartes bleues ou blanches, on va... pardon, bleu ou noir, je dis n'importe quoi. On va avoir Tidal Hollow Scholar, ou si sa capacité arrive en jeu, sa capacité d'arriver en jeu va dans la pile, en réponse on remonte dans notre main, et du coup on va rendre la carte, puis la prendre. Donc en fait on va l'exiler à jamais. Donc on peut exiler toute la main adverse. On a un certain nombre de capacités comme ça que j'avais déjà explicité dans une autre vidéo. La vidéo sur le top 8 précédent si je ne me trompe pas. Mais en fait c'est ça qui est difficile, c'est que il va mettre la pression avec un certain nombre de petites créatures, il a quelques petits sorts de gestion, etc. pour essayer de créer la surprise. Il a quelques petites cartes à fort impact contre contrôle, notamment avec Etervial, qui va lui permettre de jouer des créatures gratuitement et sans passer par sans pouvoir être contré. Il a des cartes à fort impact comme Bursting Pod, comme Opposition, comme Pince Crâne, qui, si elles passent, vont faire vraiment très mal. Beaucoup de créatures quand même, 42 créatures, donc il va aussi mettre la pression par le champ de bataille. Thrasios et Tymna qui peuvent potentiellement piocher, donc grinder l'adversaire. Et du coup, il va être assez actif en fait, de manière générale. Voilà, mettre des créatures, mettre la pression, etc. Et si on fait une erreur, potentiellement il va juste partir en combo, une one shot.
Ce qui en fait toujours un match-up qui est assez désagréable en fait. Donc voilà, Will et Rowan de manière générale en fait, contre contrôle, vous avez deux options qui est prendre la voie du tempo en fait, le prendre par la rapidité, donc fiche et aggro en fait de manière générale, soit le prendre par en fait faire plus lourd que lui, faire plus contrôle que lui, et potentiellement avoir des cartes qui sont plus faciles à caster dans le match-up que lui. Par exemple, Will et Rowan coûtent tous les deux 6 pour faire une bataille de contre sur Will et Rowan, c'est pas facile. Voilà, faut s'accrocher. On vient de perdre 6 mana et il faut encore qu'on gagne la bataille. Ce qui veut dire qu'un jeu comme Baral, qui peut potentiellement passer son général avant les premiers contres et où son général lui coûte peu cher, ça peut être assez intéressant pour justement prendre Kenrith en fait. Et avec Will Kenrith en fait, bah, il arrive et ok, il a un impact qui est ok, mais en fait ça va être sur le long terme, voilà, avec plusieurs tours de Will Kenrith, il va prendre l'avantage. Alors que Baral, s'il a un tour où il fait ce qu'il veut, bah ça se trouve il va partir en combo et one-shot son adversaire. Donc encore une fois, c'est pas un jeu qui est agréable. Pareil, hein, ne serait-ce que Kess, en fait, le général coûte un peu moins cher et il y a pas mal d'options en fait dans le jeu, comme un ultimatum cruel ou comme d'autres choses en fait, qui font que, ok, imaginons il y a eu une bataille de contre, il y a Will Kenrith qui dégage tous ses terrains et qui est face à son adversaire qui est full tap, bah, il va poser des arpenteurs et c'est fort, mais il ne va pas gagner la partie. Et Kess, potentiellement, elle peut dégager ses terrains et, alors soit la version Storm partir en combo et le tuer encore une fois, soit juste poser des trucs qui ont un impact encore plus fort, comme un Nicol Bolas, et dire bah tiens, Nicol Bolas, je tue ton arpenteur et je vais te casser un arpenteur par tour et tu vas prendre cher. Donc voilà, Will Kenrith, enfin Will et Rowan c'est très fort, Soratami nous refait une perf, mais Soratami est très bon. Et voilà, faut juste faire gaffe, il y a plusieurs approches pour contrer le jeu quoi. Titania, alors, il a fait top 8, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, moi je pronostiquais pas pour. Pour moi c'est pas un jeu qui est très bien placé actuellement dans le metagame. C'est pas facile contre contrôle en fait, parce que ben il y a le swap Tron, mais il y a aussi des contre-swaps en face qui existent, et il y a des colères de dieu, il y a des effets en fait pour gérer un Tron, hein, c'est pas bien rapide un Tron. Et une Titania ça se contre facilement, tout ce qui est sort à gros impact d'un jeu ramp ça se contre facilement, donc que ce soit fiche ou contrôle, ça peut pas mal gérer mono vert en fait. Et même les aggros sont hyper rapides dans le format et peuvent parfois prendre vitesse Titania. Alors il y a des cartes pour contrer ça, hein, comme Cursor of Crufix, il y a voilà, toutes les cartes qui vont permettre d'essayer de stabiliser face à aggro sont assez intéressantes. Voilà, avoir un bon bloqueur, gagner des points de vie à chaque fois qu'on joue des terrains, et on en joue beaucoup dans Titania, il y a beaucoup d'arrivées en jeu. Mais voilà, je trouve que c'est difficile et du coup GG à ce joueur-là. Parce que au final, que ce soit genre Baral c'est pas facile, Yuriko on sait jamais, Will Kenrith c'est pas facile, Rebaral c'est pas facile, Karizev il y a les armes pour, à la limite c'est là où il a le plus les armes, mais encore une fois c'est pas assuré. Traostimna, bah on a rien pour enrayer une combo à peu près. Donc ok, on va mettre la pression, mais quand nous on sera là genre ouais je t'attaque avec 3-5-3, ok, bah, je bloque avec des petites 1-1, des machins du genre, enfin voilà, je préserve mes points de vie, et puis lui il dégage et il fait bon bah voilà je pars en combo, je te one shot. Donc voilà, Titania en ce moment c'est pas bien contre grand chose. Après c'est solide et ça reste... Il y a plein de moyens de s'en sortir face à contrôle, face à aggro, face justement tout ce qui est Karizev, ça se gère à coup de Cursor of Crufix. Saskia ça va un peu plus gros, mais on a nous aussi des grosses cartes en fait qui vont mettre un impact un peu plus élevé sur le board. Donc on peut essayer de tenir. Hein. Contre Fish, ben, on a quand même pas mal de bloqueurs dans le cas de Yuriko, donc on n'est pas démunis, puis on tape fort, donc il va très vite devoir bloquer avec ses petites 1. Il va falloir qu'il essaie de tuer vite, parce que sinon on fait pas de cadeau. Mais je trouve qu'il y a tellement de moyens de se faire dérouler dans le format que je conseillerais pas de jouer Titania personnellement. Après,
faut voir que sur ce genre de tournoi, et de manière générale en fait, ce qui est très important, c'est surtout de connaître votre jeu en fait. Arriver avec un deck dont vous connaissez les match-ups, vous connaissez les swaps, vous savez à quoi vous attendre, vous savez comment est-ce que vous devez gérer le match-up, vous connaissez toutes vos lignes en fait pour arriver à le gérer. Là il y a vraiment moyen de s'en sortir même si le jeu n'est pas le mieux positionné. On a déjà vu régulièrement ce genre de choses arriver en Commander en fait. Des gens qui créent la surprise, des gens qui savent tellement bien jouer leur jeu, qui prennent l'avantage sur des gens qui ont théoriquement des meilleurs jeux mais qui savent moins jouer le match-up. Donc c'est typiquement le genre de cas où un joueur qui joue Titania depuis des plombes peut sortir son épingle du jeu. Mais voilà, je pense que c'est pas un truc que je recommanderais. Baral ensuite, du coup Baral contrôle cette fois, donc il joue un peu plus des kills, le nouveau Tempest Djinn, Sing in the Ice qui est un bon bloqueur et qui se transforme en kill, le Monculus qui, si je me trompe pas, voilà, est un peu plus gros quand il est transformé. Bon, ça reste un slot qui est contestable, mais pourquoi pas. Tronam Nemesis, il ne joue pas Nimble Obstructionniste, donc la 3-1 vol pour 3 qui peut se recycler pour faire une Stifle, pour contrer une capacité activée ou déclenchée ciblée. Ce qui est dommage parce que du coup c'est pour fin de tour une 3-1 vol c'est correct, comme pour Vandy and Click. Donc il joue des cartes un petit peu plus classiques, Conclave des Fairies, Mishra's Factory, Westland, qui sont pas mal aussi pour bloquer ne serait-ce que Yuriko par exemple en fait. Mishra's Factory je pensais Mutavolt, mais voilà. Mishra's Factory qui est typiquement bien pour bloquer Yuriko, pour bloquer pas mal de choses, qui peut être 3-3 quand elle bloque, donc ça rattrape pas mal de choses. Donc ensuite Jace, Treachery, Featherken Shakers, il ne joue pas High Tide, il joue pas de combo, ce qui veut dire que lui il peut pas one shot. Donc il va falloir encore plus qu'il fasse gaffe à jouer vite. Mais voilà, c'est plus un build classique. Avec voilà, piocheur, gestion, les classiques du bleu. Puis les cartes classiques, les meilleures cartes qui font un double effet souvent. Qui est ah tiens là j'ai du mana et je peux derrière avoir une 3-4 qui colle des dégâts. Ah là je récupère un sort et j'ai une 2-1 pour essayer de grinder. Ah là j'ai une 0-4 bloqueur et puis quand je la transforme c'est une 7-8 qui casse des DQ. Voilà, typique de contrôle du coup. Et il y a des débats sur quelle version est la meilleure. Là c'est la version Baral qui se positionne le plus haut. Mais pardon, Baral combo. Mais il y a pas mal de débats justement sur quelle version est la meilleure et pas mal de joueurs qui disent que au final, jouer High Tide et compagnie, c'est overkill. Il n'y a pas besoin. À la limite, ça nous fait plus souvent des cartes mortes en main, des cartes sous-optimales. Ça nous force à jouer des tours supplémentaires qui coûtent 5, qui sont chiants à caster face à contrôle. Faut arriver à les passer. Et ça veut dire se mettre en danger pendant notre tour. Ce qui n'est jamais ce qu'on veut faire dans un jeu contrôle. Donc il y a pas mal de joueurs qui considèrent que au final la version Baral Control est la plus adaptée actuellement, qu'elle a les armes dans le format et que dans un format très contrôle c'est la plus intéressante. Ensuite on est super heureux de voir que François a décidé de finalement jouer Karizev et a performé avec son général fétiche, et du coup vraiment GG à lui, on est super content pour lui. Et du coup, vous avez toute la deck tech qu'on mettra en description de la vidéo pour vraiment observer ce deck là. Donc je vais passer rapidement dessus parce que vous avez vraiment tout qui est détaillé, qui sont toutes les cartes, quels sont les bons match-ups, quels sont les mauvais match-ups, qu'est-ce qui pose problème au deck, etc. Donc je vous laisse regarder cette autre vidéo, enfin cette série de 3 vidéos d'ailleurs, on est allé vraiment en détail. Et du coup, on va avoir Traos Tymna à l'Uren. Donc comme on en parlait, c'est 2 généraux. Voilà, j'ai déjà décrit ça largement dans le top 8 précédent. Mais 2 généraux qui peuvent grinder, qui peuvent bien bloquer les Karizev ou les Yuriko. Plein de créatures utilitaires, notamment Gadok Tig, qui est assez intéressant parce que ça empêche l'adversaire de vrasser tout ce qui est le vol. Donc il y a en fait que des créatures qui, une fois en jeu, sont galères en fait, elles vont contraindre l'adversaire. Ah, je peux plus piocher plus d'une carte par tour. Ah, je peux plus jouer de sort qui coûte, de sort non créature qui coûte 4 ou plus, ou de sort AX. On va avoir, tiens, j'ai des difficultés à te cibler. Je peux plus jouer avec mon cimetière. Donc il enchaîne en fait les contraintes en jeu. Et tout ce qui est, tiens, je te vole une carte de ta main. Encore une fois, tu peux pas me cibler facilement, etc.
Et il va contraindre l'adversaire avec du coup des menaces sur la table, avec des cartes qui limitent son champ d'action, jusqu'à ce qu'il trouve en fait une ouverture. Et là, quand il y aura une ouverture, il part en combo. Soit il met un lock avec opposition, c'est tiens, tu dégageras plus jamais tes terrains. Soit il part en combo avec Aluren et du coup Caverne Harpie, etc. Soit il peut essayer de lancer des trucs avec Bursting Pod, vu qu'il a la combo Devoted Druid et Vizier of Remedies, qui fait mana infini. Du coup, ensuite, avec Thrasios, on peut piocher notre deck et enchaîner tous les autres trucs, quoi. Il n'y a pas, si je me trompe pas, en fait, il n'y a pas de carte pour one-shot l'adversaire, en fait, mais on va pouvoir, avec Vizier of Remedies, Kitchen Finks et une carte comme Viscera Seer, faire mana, enfin PV infini, pardon, donc devenir difficile à tuer. On va pouvoir retirer la main adverse de la partie. On va pouvoir potentiellement, avec si on peut blinker des Palace Jailer, peut-être si on lui non, ça va pas marcher, ça. Enfin, si, ça va marcher d'ailleurs. Mais tant qu'il sera pas monarque. Mais du coup, on peut lui potentiellement essayer d'exiler plein de créatures ou de bouncer plein de créatures. Ou en tout cas, de bousiller le board de l'adversaire, en fait. On va lui bousiller son board. On va retirer tout ce qui comptait à ses yeux. Et gagner des tonnes de points de vie, mais des tonnes de créatures, etc. Et voilà, il va avoir l'air bête après, quoi. En plus, on a plein de cartes. Tiens, je vais poser toutes mes créatures de mon jeu, elles seront indestructibles. Je vais contrer ton prochain sort, machin, etc. On peut vraiment arriver à une situation où peut-être que l'adversaire va dégager, mais il en fera rien, quoi. Et ensuite, Tymnachrome Tempo. Et j'adore vraiment ce principe-là. Le principe, déjà, j'adore les couleurs. Il a deux généraux que j'apprécie, que j'ai joué en Commander Duel ou multijoueur. Avec en fait, les deux font du card advantage. Il y a Chrome qui fait piocher quand ton adversaire joue 2 sorts dans son tour, et Tymna qui fait piocher quand on connecte. Et ce qui est assez intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on veut faire quand on joue aggro face à contrôle, c'est essayer de jouer 2 sorts par tour, en fait, pour qu'il puisse en contrer qu'un. Donc c'est marrant quand il y a Chrome en face. Et les deux permettent déjà d'avoir 2 menaces intéressantes face à contrôle, d'avoir des couleurs intéressantes et de piocher pas mal de cartes, de bloquer les jeux agressifs, etc. C'est une version qui est assez fiche, voilà, tempo, où on joue du coup les classiques Baleful Strix, Brain Maggot, Breya qui a un impact tellement énorme sur un board, Dark Confident, beaucoup de cartes du coup très fiches en fait, qui vont là aussi pouvoir éventuellement contrer un adversaire, hein. Je lui vole des cartes, ses sorts vont devoir coûter un de plus, je suis plus difficile à cibler, je te retire une carte, je passe mon arc, etc. Donc c'est très très fiche. Je mets des petites menaces pas chères qui vont avoir des évasions ou des petits effets, etc. qui vont contraindre mon adversaire, et je joue les meilleurs anti-bêtes de 4 couleurs différentes. Voilà, avec des Duress, des Dismember, des Fatal Push, Fire Covenant, je rase ton board, je garde le mien, Flame Slash, etc. Donc ce qui est assez intéressant en fait à jouer 4 couleurs, qui se voyait vraiment énormément à l'époque de Bruce Ryan, c'est qu'on peut jouer toutes les cartes les moins chères notamment. Donc il gagnait en tempo via le coup de nos cartes, il gagnait en card advantage via les 2 généraux, et en plus 2 généraux qui eux-mêmes font du card advantage. Donc en fait c'est assez complet dans ce que ça offre, et on peut avoir accès à des cartes du coup à fort impact comme Maud, comme Balance, donc essayer vraiment de prendre le meilleur de toutes ces couleurs là, et d'avoir un jeu fiche très, très violent. Et fiche, donc ça faisait partie des jeux que je considérais potentiellement bien placés dans ce metagame là, parce qu'il y avait beaucoup de jeux contrôle, et qu'un jeu justement Tymnachrome Tempo, ça a cette capacité à mettre la pression et contrer, et faire en sorte que le mec adverse soit sous pression et ne puisse pas passer sa gestion. Donc ça c'est le côté positif de ce jeu là. Ensuite la faiblesse de ce jeu là, c'est par exemple si vous avez je pense notamment à tout ce qui est Saskia, Karizev, qui éventuellement en fait ont juste des meilleures cartes. C'est à dire que là vous avez joué
Hop, pour 2, une 1-1, pour 2, une 1-1. Bon, Bria, c'est ouf quoi qu'il arrive, mais pour 1, une 1-1 vol qui va forcément avoir un impact non plus voilà, gigantesque. Ça, ok, ça va un petit impact, mais c'est pas. En fait, vous n'avez pas des grosses cartes. Votre adversaire fait tour 1 Cure d'Ape, par exemple. Bah, pour 1, il a joué une 2-3. Vous avez joué pour 1, une 1-1 vol. Et en fait, ces capacités supplémentaires ont un coût. Parce que vous avez choisi d'avoir le vol et un petit truc pour contrer les sorts à moins qu'il paye 1, bah vous avez perdu 1 en force et 2 en endurance. Et ça va se ressentir en fait dans le match-up. C'est un peu pareil avec les cartes de Karizev où il va jouer des Urgo pour 1, une 2-2. Bon bah, vous allez en fait directement, il va avoir des créatures avec des meilleures stats et il va lui aussi jouer des foudres, des trucs du genre en fait, des Fatal Push, etc. Et vous allez avoir un souci qui est, ok, on est tous les deux en train de se battre avec nos batailles de créatures, etc. Sauf que toutes ces créatures sont plus grosses. Parce que lui, il a choisi de prendre un truc moins disruptif, qui attaque moins contre les combos. Du coup, quand vous sentiez plutôt pas mal avec des bons choix de cartes face à contrôler les combos, ben, arriver face à un aggro vraiment pur qui est là pour coller des buffs et basta, ben, vous allez prendre des buffs. Alors c'est là où malgré tout on reste avec 4 couleurs, on a les meilleures cartes de 4 couleurs et on a 2 généraux pour bloquer, pour mettre la sauce, etc. Et des cartes d'une violence infâme comme Motte, hein, qui va bien avec le fait qu'on a Chrome qui vole et quelques autres cartes. Mais voilà, faudra faire gaffe, les jeux agressifs ils vont coller des pains. Voilà, je pense que c'est surtout ça et ça pourrait, enfin comme d'habitude, il faudra faire gaffe aux jeux combo qui peuvent vous one shot. Mais là, encore une fois, je pense que face à tout ce qui est ramp et combo contrôle, c'est pas mal comme jeu. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce top 8. Forcément, j'ai pas joué tous ces jeux, ce qui veut dire que il y a sûrement certains d'entre vous qui sont experts de certains jeux et qui sauront aller plus loin éventuellement, d'en dire bah non, t'as pas cité ce match-up là qui est très bon, ou t'as dit que ça c'était ok et en fait ça passe pas si bien que ça, ou etc. Donc n'hésitez pas en fait, comme d'habitude, à répondre dans les commentaires, c'est vraiment un truc que j'apprécie, de pouvoir en discuter avec vous et avoir ce genre de feedback constructif en fait. Et de manière générale, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager, mettre un like, etc. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de notre côté de voir, ah tiens, il y a quelqu'un qui s'est abonné, ben merci. Et sur ce, bah, je vous dis bonne journée à tous, et ben, on verra bien ce qui se passe en octobre au prochain Zap Palaiso, et on a hâte. Allez, ciao!